le dimanche 14 décembre 2025 dans la salle Kivu du Palais du Peuple, sous la présidence de l'honorable Lodi Emongo Jules, son président. 1. De la composition de la commission. 1.1 du bureau. Lodi Emongo Jules, président. Kimbulu Djamba Richard, vice-président. Lingepo Molonga Michel, rapporteur. Kazadi Kankonde Ivan, rapporteur adjoint. 1-2 des membres ayant pris part aux travaux. Itundala Asang Willy, Bahati Lukwebo Modeste, Kabamba Waumba Isabelle et Mumbere Machozi Papi. 1-3 des membres excusés. Sinango Mbakoli Edi Pascal. Ici de noter que votre commission a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs du Sénat, dont liste en annexe. 2. De la documentation. Dans l'accomplissement de sa tâche, votre commission s'est servie des documents ci-après. Constitution de la République démocratique du Congo, loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ces jours, règlement intérieur du Sénat, dossier physique du sénateur Labila Nkalim Papi. 3. De la méthode de travail. En guise de méthode de travail, votre commission a procédé comme suit. 1. Examen de la question et rendu de l'avis juridique. 2. Consultation du dossier du sénateur Labila pour vérifier les éléments d'information relatifs à ses suppléants. 4. Du déroulement des travaux. 4.1 de l'examen de la question et du rendu de l'avis juridique. Les articles 220 et 241 du règlement intérieur du Sénat, qui reprennent respectivement les dispositions des articles 110 et 108 de la Constitution, stipulent: les mandats des sénateurs prend fin par 1. Expiration de la législature. 2. Décès. 3. Démission. 4. Empêchement définitif. 5. Incapacité permanente. 6. Absence non justifiée ou non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. 7. Exclusion prévue par la loi électorale. 8. Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle. 9. Acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat des sénateurs. Au sens du présent règlement intérieur, on entend par empêchement définitif tout obstacle pérenne à l'accomplissement du mandat du sénateur. Toutefois, lorsqu'un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Toute cause d'inéligibilité à la date des élections, constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente, entraîne la perte du mandat du sénateur. Dans les cas énumérés ci-dessus, le sénateur est remplacé par son premier suppléant ou à défaut par les seconds suppléants. En cas de carence de suppléants, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée. Les sénateurs ou les suppléants qui quittent délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenue dans le cadre du dit parti politique.
les mandats des sénateurs est incompatible avec les mandats des députés nationaux. Les mandats des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. 1. Membre du gouvernement. 2. Membre d'une institution d'appui à la démocratie. 3. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. 4. Magistrat. 5. Agent de carrière des services publics de l'État. 6. Cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs des collectivités, chefferies et des groupements. 7. Mandataire public actif. 8. Membre des cabinets du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d'économie mixte. 9. Tout autre mandat électif. Le mandat des sénateurs est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Sans avoir l'intention de rentrer dans la ratio legis de la réforme constitutionnelle de 2011 et considérant l'exégèse des articles 110 alinéa 2 de la Constitution et 241 alinéa 3 du règlement du Sénat, votre commission a estimé que ces deux textes ne déterminent pas un acte exclusif de nomination qui bénéficierait à un sénateur suspendant son mandat. Pour la commission, au regard des catégories des autorités visées par les dispositions des alinéas 2.8 des articles 241 du règlement du Sénat et 108 de la Constitution, il peut s'agir notamment d'une ordonnance du président de la République, d'une décision du président d'une chambre parlementaire, d'un décret du Premier ministre, d'un arrêté ministériel. Une large ouverture est donc faite quant à ces, étendant cet acte au-delà de l'ordonnance présidentielle. Il s'ensuit que tout sénateur bénéficiant de la nomination par un de ces actes verra son mandat suspendu et les reprendra de droit après la cessation de la fonction concernée. Et celle-ci revêt indéniablement un caractère politique et par la nature de l'autorité de nomination. En l'espèce, par arrêté numéro CAB-MIN-ITP-JBL-015-2025 du 18 août 2025, le sénateur Labila a été nommé directeur des cabinets adjoints du ministre des Infrastructures et Travaux publics. De ce fait, la commission politique, administrative, juridique et droits humains a considéré fonder la démarche du sénateur Labila et a accepté sa nomination au sein du cabinet du ministre des ITP. Il est en droit de suspendre son mandat de sénateur et de se faire remplacer par son premier suppléant. Par conséquent, votre commission a procédé à la vérification du mandat de ces derniers. 4.2 du dossier du sénateur Labila Nkalim Papi. De l'examen de ces dossiers, la commission a noté que le sénateur Labila avait comme suppléant les personnes ci-après. Monsieur Labila Obi-Altoni, premier suppléant. Monsieur Kinkoutin Souni Théodore, deuxième suppléant. 4.3 du dossier du premier suppléant. Après examen des éléments exigés par les prescrits de l'article 132 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours, la Commission politique, administrative, juridique et droits humains a jugé conforme les dossiers du premier suppléant du sénateur Labila Nkalim en la personne de M. Labila Obial Tony. En conséquence, votre commission vous propose de valider ces pouvoirs et de les proclamer sénateurs. 5. Du vote du rapport. La commission politique, administrative, juridique et droits humains a voté son rapport en sa réunion du samedi 13 décembre 2025, au cours de laquelle, sur 11 membres qui la composent, 8 ont pris part au vote, 8 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun ne s'est abstenu. Honorable Président, honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, la Commission politique, administrative, juridique et droits humains vous rassure que ces travaux se sont déroulés dans un climat empreint de convivialité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions auxquelles elle a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Fait à Kinshasa le 14 décembre 2025, Jules Lodier Mongo, président, Michel Lingepo Molonga, rapporteur. Merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport relatif à l'avis sur la suspension du mandat de sénateur Labila Kalim Papi et à la vérification du mandat de son suppléant. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Honorable Bundura, honorable Boulakali, honorable Isenge, honorable Mouya. J'accorde la parole à l'honorable Lutundura. Monsieur le Président, merci beaucoup. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, chers collègues, j'ai suivi le raisonnement de notre commission. Ça ne manque pas de pertinence, il faut le reconnaître. Et je voudrais, pas par acharnement, parce que comme sénateur, je suis concerné aussi, mais par un acquis de conscience et par un devoir de témoignage pour éclairer la religion de mes collègues et appeler l'attention sur l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai la pleine conviction, qu'il y a une distinction entre les incompatibilités et le droit de retour, prévu bien sûr par des articles différents de la Constitution. J'ai la pleine conviction que le droit de retour n'est pas ouvert à tout celui qui tombe sous les coups de l'incompatibilité. Pour mémoire, brièvement, Monsieur le Président, toutes mes excuses, quelle est la ratio légis du droit de retour prévu dans la Constitution? Je crois à l'article 110. On a observé en effet que des élus, députés, sénateurs, ont souvent été appelés à être les membres du gouvernement spécialement, et même à occuper des postes importants de la diplomatie à l'appel du président de la République. Et que malheureusement, lorsque par suite de remaniements ou des changements intervenus, ces élus tombent dans le chômage, trahissant ainsi, si vous voulez, la confiance de ceux qui les ont élus, parce que nous sommes tous des élus, nous savons que les élections chez nous se font intuites personnées. Le parti, l'idéologie, le programme, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est telle personne qui a été élue, c'est Bahati du Kwebo, et si là-bas au Kivu, c'est pas Bahati, le suppléant vient, c'est pas la même chose. Nous avons estimé que c'était injuste
ça ne correspondait pas à un respect de la volonté des électeurs. Et donc, cet article-là a visé cette catégorie. C'est vrai qu'un secrétaire particulier, un directeur de cabinet, un conseiller, font partie du personnel politique d'un cabinet, mis à part le cas de la présidence et je crois de la primature aussi, parce que le directeur de cabinet du chef de l'État a rang de vice-premier ministre, ça se trouve dans le texte, hein, le directeur de cabinet du premier rang de ministre et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas vrai de penser qu'à toute fonction d'incompatibilité, on a le droit de retour. Le droit de retour concerne ces fonctions que j'essaie de définir parce que d'abord, c'est une élévation et ensuite, c'est une sorte de réquisition par le magistrat suprême, c'est-à-dire la plus haute autorité politique de l'État et de la nation. Aujourd'hui, la jurisprudence s'est créée au Sénat, et c'est ça l'avenir, pour dire non, lorsqu'on tombe dans un coup d'incompatibilité, on est nommé, peu importe l'autorité qui vous nomme, vous pouvez bénéficier du droit de retour. Ça, c'est un problème. Parce que le secrétaire particulier ou le secrétaire de cabinet de ministre, de vice-ministre, si on considère cette nomination comme une nomination à une fonction politique, je ne crois pas que c'est vrai. Il fait partie du personnel politique, mais la fonction politique, c'est la fonction dans laquelle, à l'exercice de laquelle, on prend des décisions qui engagent l'État, pour ne pas dire la nation, parce que la nation, c'est le chef de l'État. Mais si vous voulez que nous puissions consacrer donc cette jurisprudence-là, demain, vous êtes nommé secrétaire particulier. Je ne minimise pas la fonction de vice-ministre. Je ne minimise pas la fonction de secrétaire particulier que j'ai été il y a de cela plus de 20 ans. Mais je dis que nous acceptons désormais qu'un collègue nommé secrétaire particulier, secrétaire de cabinet, eh ben, il peut lui demander de bénéficier du droit de retour, dont acte. C'est vraiment pas de l'acharnement. Créons cette jurisprudence-là, mais je voulais quand même, par acquis de conscience et par devoir d'information, vous dire ça, et nous prenons nos responsabilités. Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire. Merci, chers collègues, de m'avoir écouté. Oui, merci, honorable Lutundula. Je pense que la commission pourra venir donner la réponse. Moi, j'avais déjà donné mon avis lors de notre dernière séance, parce que maintenant, vous ouvrez un autre débat, celui, je crois, du droit de retour, parce que sur l'incompatibilité, je pense que ça a été dit clairement. Maintenant, sur le droit de retour, la commission sera là. J'accorde la parole à l'honorable Isenge. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, j'interviens dans le sens de l'honorable Lutundula et j'en appelle à la responsabilité de chacun. Ici, je voudrais vraiment l'enrichir, justement par rapport à la suspension. La Constitution est claire. Quel est l'acte qui occasionne la suspension du mandat d'un parlementaire? Ce n'est pas lui-même le parlementaire. Lisez la Constitution. Il est clair, lorsqu'il est appelé à une fonction incompatible, à une fonction politique incompatible, je vais lire, excusez-moi, c'était... Oh là 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 là. Article 110. Voilà. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. On n'a pas dit que le parlementaire lui-même, il suspend son mandat. Et c'est pour cela que je le rejoins.
il n'y a que la seule autorité du président de la République qui peut poser un acte suspendant le mandat d'un parlementaire. Il n'appartient pas à un ministre de suspendre son acte, ne peut pas suspendre le mandat d'un parlementaire. Et il faut faire très attention. Donc, lorsque la commission, si le rôle de la commission, ce n'est pas de légiférer, la commission, je lis, pour la Constitution au regard des catégories, voilà, il peut s'agir notamment, il légifère en disant le président de la République, la décision du président d'une chambre parlementaire, d'un premier ministre, ils sont en train de légiférer. C'est pas la commission ne doit pas légiférer. Qu'est-ce que c'est le droit de retour? Je reviens encore. Lorsqu'ils disent en conclusion que le collègue a le droit de suspendre son mandat de sénateur et de se faire remplacer. Je viens encore. Il s'agit d'un collègue membre d'un parti politique. Son mandat de parti politique, c'est un mandat d'un parti politique. Le collègue, comment il s'appelle, le ministre qui a été nommé, avait-il écrit pour demander à ce qu'il soit remplacé par leur suppléant? Moi, je pense que pour aller en conclusion, l'honorable exerce une fonction incompatible. Certes, nous allons constater sa démission. Et, effectivement, s'il faut valider, on va valider son suppléant. Parce qu'il ne peut plus revenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai dit. Oui, merci. Honorable Mouya, je vous accorde la parole. Je pense que la commission va vous répondre. Honorable Mouya. Merci, Honorable Président. Moi, je sollicitais cette parole pour soutenir mordicus les rapports de la Commission et demander aux collègues de voter pour ces rapports. Je vais m'en expliquer. Sans pour autant répondre aux collègues, mais je vais prendre un exemple simple de l'article 110 qui venait de nous être lu tout à l'heure. Il est dit, lorsqu'un député ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible à son mandat, celui-ci est suspendu. Celui-ci remplace les mandats. C'est le mandat qui est suspendu. Mais quand on nous dit que le ministre devrait demander, c'est question d'un constat. Il faudrait constater qu'il y a incompatibilité. Et dans les cas sous examen, l'intéressé lui-même n'a pas voulu évoluer dans l'incompatibilité et il a saisi notre chambre. Donc il n'y a pas imbroglio sur ce point-là. Ça c'est de un. De deux, quand on parle des fonctions politiques, un directeur de cabinet d'un ministre, c'est une fonction politique. C'est une fonction politique. Nous n'allons pas nous éterniser ici pour commencer à définir ce que c'est la fonction politique ou non. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues sénatrices et sénateurs, je voudrais ici dire que les actes générateurs de l'incompatibilité ne sont pas limitatifs. Ici, quand on a parlé de l'acte générateur, on sous-entend l'acte de nomination. Bien évidemment, on parle de l'arrêté ministériel. Mais il est vrai que l'arrêté ministériel est un acte générateur. Mais j'en donne un exemple. Nous, sénateurs, nous sommes élus sénateurs. Nous sommes sénateurs dès notre élection. Mais quand est-ce que notre mandat commence? Ça fait partie de la validation. Ici, dans le cas du collègue, il a été nommé. Mais avait-il été notifié instantanément?
Je crois que la commission aurait fait œuvre utile en nous disant quand est-ce que les collègues avaient été notifiés pour sous-entendre qu'il a effectivement commencé son travail. Et l'acte générateur commence à générer en ce moment-là. Il ne faut pas qu'on laisse des sous-entendus pour qu'on vienne créer des poux sur une tête totalement rasée. Je ne peux pas dire comme celle des Kachobo collègues, mais ce n'est pas normal. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, je crois que je ne veux pas épiloguer sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Je vais solliciter seulement auprès de mes collègues de soutenir ces rapports et de valider effectivement le premier suppléant tel que l'a proposé la commission PAJ. Jeudi. Merci. Honorable Boulakali. Merci, honorable président. Les amis ont abordé la question sur le plan juridique. Mais moi, il y a une question qui me taraude l'esprit. Et c'est pourquoi je voudrais aborder la question sur le plan moral. Je n'ai rien contre l'acte, du moins la décision de notre commission, mais je me demande, quand je vois la fonction de sénateur, et quand je cherche à comprendre la hiérarchie qu'il y a dans les fonctions et dans les responsabilités, je me demande si quelque part il n'y a pas un problème d'ordre moral qui se pose. Sénateur, mais vite, on se retrouve conseiller dans un cabinet de ministre ou directeur de cabinet adjoint. Franchement, je ne sais pas comment la société interprète, mais je me dis que la fonction de sénateur est suffisamment prestigieuse que la remener à un niveau donné de responsabilité, en tout cas inférieur, soulève des questions. Et je m'arrête là. Merci. Y a-t-il une autre intervention? Oui, honorable Simba. Président, moi j'ai été pendant 10 ans président de la commission PAJ au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur dans son ancienne configuration. Je voudrais poser la question à d'autres collègues. Si aujourd'hui, vous êtes nommé ministre provincial, vous n'êtes pas nommé par le président par l'ordonnance présidentielle, vous êtes nommé par un gouverneur et que vous acceptez cette fonction-là, est-ce que vous allez continuer à siéger au Sénat au même moment où vous êtes ministre? Il s'agit de la question de l'incompatibilité. La question elle est simple. Deuxième raison, mon collègue qui venait d'intervenir, quelqu'un qui accepte de devenir d'Irkaba, est-ce que ça c'est notre affaire? Même s'il veut devenir chef de quartier, pour ça il n'y a pas d'incompatibilité. Parce que la loi dit qu'on peut être sénateur, en même temps on est aussi chef de secteur ou chef de groupement. La question fondamentale ici, c'est qu'il y a un problème d'incompatibilité. Et le message est écrit pour suspendre son mandat, point barre. Donc pour moi, je soutiens la position de la commission. Point barre. Ce qu'il y a comme chef de quartier, comme chef, il y a une état libre sauté à toi. Et ça est incompatible. Je vais valider mon toit qui est un sili. Mon collègue Olingazon a sauvé l'ongoli, allez. Il y a de plein droits prenés au nom du principe sacro-saint de l'acte contraire. La plénière a validé le sous-souillé. Merci, Président. Mais quand on débat, on veut tirer des choses en longueur. Et surtout pour une plénière comme celle-ci, où nous avons plus de 8 dossiers à traiter, vraiment nous devons faire gain de temps. J'accorde la parole au président de la commission. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues,
notre commission a eu l'obligation, parce que ça a été une instruction de notre chambre, demander à notre commission, votre commission, de vous éclairer sur cette question. Ça a été la question soulevée par l'honorable Lutundola. Il est revenu là-dessus, il a dit que ce n'est pas par acharnement, mais il a peur que ça soit une jurisprudence malheureuse pour l'avenir de la nation, pour la chambre prestigieuse, à l'occurrence le Sénat. J'essaie de comprendre ce qu'il dit, mais le plus important, c'est de savoir que nous sommes la commission PAJ. La solution est constitutionnelle. Que dit la Constitution? Je m'arrêterai seulement à la lecture des dispositions combinées de l'article 108, 110.9, alinéa 1er et 2. L'article 108 dit ceci. Le mandat de député national est incompatible avec celui des sénateurs et vice-versa. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité, magistrat, agent de carrière de service public de l'État, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivité, chefferies ou groupements, mandataire public actif, membre des cabinets du président de la République, du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, des membres du gouvernement et généralement d'une autorité politique ou administrative de l'État. Employé dans une entreprise publique ou d'une société d'économie mixte ou tout autre mandat. Point, l'article 110.9. Acceptation d'une fonction incompatible avec les mandats des députés ou des sénateurs. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de ce mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Celui-ci est suspendu. Il y reprend de plein droit, alinéa 2, son mandat parlementaire après la cessation de ses fonctions politiques incompatibles. À l'été du régime qui a été fait par mon collègue, mon ami, mon condisciple, honorable Mouya, il a été plus qu'éloquent. Article 108, article 110.9, alinéa 1er et 2e. Les deux solutions recherchées sont retrouvées. L'honorable Lutundola, c'est un grand parlementaire. Il nous enseigne pas seulement les droits, il nous enseigne aussi l'histoire de la Constitution. Qu'est-ce qui était visé en ce moment-là? Mais est-ce que c'est la même écriture qui a été reprise dans la loi? Non. Non. L'écriture les a trahis. Ce qui est dit ici, clairement, c'est que le président de la République peut placer un sénateur et un député national dans l'incompatibilité. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les ministres, pour ne citer que cela. Est-ce que nous sommes dans ce contexte? Oui. Y a-t-il encore un débat? Non. L'honorable Issengue, qui a soutenu la position de notre professeur, Christophe Lutundola, j'ai toujours rappelé ça, c'est un des parlementaires. Tous les jours, il m'apprend. Même quand je suis avec lui, vous l'avez soutenu. Et vous dites, il n'y a que l'acte du président de la République qui peut suspendre les mandats des parlementaires. Non, chers collègues.
l'exégèse des dispositions que je venais de lire ici vous trahit, parce que vous donne une réponse haute que ces prétentions-là. Rien, nulle part, il est dit qu'il n'y a que le président qui peut placer les élus respectifs dans l'incompatibilité. Je crois que la lecture a été beaucoup plus complète et vous pouvez vous en référer. L'honorable Mouya, dont je salue la sagacité, je n'ai rien à lui reprocher, mais je lui rappelle que la commission PAJ a lu tous les dossiers. Il y a non seulement cet arrêté du ministre, mais il y a la notification qui a été faite dans les délais. Nous sommes plus que complets dans notre raisonnement. Et nous statuons sur pièce, parce que nous sommes PAJ. Boulakali est revenu sur la morale. Le droit n'est pas la morale, doyer. Le droit est très loin de la morale. Il est même jaloux de ce principe. C'est bien dommage. Eh bien, parce que ces sanctions sont là, elles ne sont pas les sanctions de la morale. Je ne m'appelle pas commission de la morale. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. Je crois que ça a été rendu. L'honorable Simba nous a conseillé. Je m'arrête là, l'honorable président. Merci. Merci. Je crois que pour nous qui étions là, la législature de 2006, il y en a plusieurs qui sont avec nous ici comme sénateurs. On sait pourquoi est-ce qu'on avait été sur le changement de la Constitution pour le droit de retour. C'était vraiment consacré qu'un élu ne perd pas son mandat, et surtout pas parce qu'il est appelé à une fonction incompatible. Après tout ce qui peut être rajouté, bon, PAJ nous a clairement défini, mais le vrai principe, c'est celui-là. Je pense que ici, nous ne faisons que rester fidèles à l'esprit de ce qui avait été décidé. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre les réponses de notre commission. Nous allons clore le débat sur le rapport. Qui sont pour la clôture du débat? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le débat sur ce rapport est clos. À présent, nous allons adopter ce rapport. Qui sont pour l'adoption du rapport? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour et donc ce rapport est adopté. Il en ressort que rien n'empêche la validation des pouvoirs de ce premier suppléant, conformément à l'article 11, alinéa 2.2 du règlement intérieur. L'Assemblée plénière va valider ses pouvoirs. Qui sont pour la validation du mandat? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Ainsi, les pouvoirs de M. Labila Obial Tony sont validés. En conséquence, je le proclame sénateur conformément à l'article 229 de la loi électorale. S'il est présent dans la salle, je demande au service de le conduire devant le perchoir pour être salué par ses pairs. Mami, Mwanamboka Labila a remplacé Labila pouvoir le kola sénateur ça c'est bien a komi bongo moko kati na babongisi mibeko ekola biso rapport na sima masolo manzenga pendra. Nouveau sénateur, veuillez bien sûr d'abord vous tourner vers l'Assemblée plénière et lever les bras et être salué par l'Assemblée plénière. Je vais descendre bien sûr pour les félicitations usuelles. Comme sénateur, Mouka Bongissimbe, Kola Bisso, Yewana, Azali Bouchabaninga Baye, Moubako Zoyana Moutuya, Lokola Yemoko,
kati na bango namoni wana azwi loboko ya mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde azali mokonzi mpe mokambi ya sena na biso to mpe babongisi mibeko ekolo ya biso azwi loboko na ye na mbala mibale mpe bafoto ezwami na ndenge ya kafukafu mwana mboka Labila akomi bongo sénateur esengo yandi na papi Labila yame kusamutini ba sénateur mendima yandi Labila na kubieka na kiti ya kifumu ya ina katukaka na ntango yame kuza kuma kuza ndimandi kukuma sénateur Labila Oudial Tony sur un siège et derrière un chevalet portant son nom. Je félicite par la même occasion la commission PAJ ainsi que l'Assemblée plénière, sans oublier les services qui les ont accompagnés. J'invite les membres du bureau de la commission de regagner leur siège sous vos encouragements comme d'habitude. Sénateurs et chers collègues, concernant les incompatibilités, je demande aux nouveaux collègues sénateurs de prendre connaissance des articles 20 et 241 du règlement intérieur. À présent, nous passons au rapport de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées sur la proposition de loi cadre du sénateur, notre collègue Vunabandi. J'invite les membres du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. tozali bongo koba likambo mosusu ezali sasa epe liboso na biso tokolandela namoni lokola commission ebiangami mpona kolandela likambo mpe tokoyoka rapport na bango mpe na nsima mituna mpe tokotala soki mayemaso masalami na commission makondimama to mpe te ya esengo ezali te mwana mboka Labila John akoti bongo lokola mobongisi mibeko ekolo ya biso Labila po ete rapport oyo esalamaki na ntina na ye endimami mpe bakeli mibeko babongisi mibeko bango banso bandimi ete akoka kozala bona molongo na bango lokola moko moninga kati na bango. La parole est au président de la commission. Voilà, mokambi ya commission mwana mboka Vangu ndia koloba maloba kokotisa bongo molobeli ya commission na bango po ete toyoka nini babongisaki kuna. Merci honorable président pour la parole. Honorable président du Sénat, honorable membres du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, et chers collègues, l'honneur nous échoit ces jours pour vous présenter les points saillants des travaux de votre commission relatifs à l'examen de la proposition de loi sur la stabilité et le développement des milieux ruraux. Monsieur le Président, au frontispice de ces textes figurent les grandes problématiques qui minent les directives émises par l'ensemble de la législation dans les domaines. L'initiateur de cette loi, l'honorable Célestin Vunabandi, qu'un amigo que je salue en passant, les a mis en surveillance avec pertinence. Il s'agit notamment de la fragmentation normative. Ce domaine est caractérisé par plusieurs lois qui ont été prises de manière particulièrement isolée, ce qui réduit l'efficacité, réduit la coordination de ces lois et pose les problèmes
de leur décloisonnement. La seconde problématique est relative à leur applicabilité, application et à leur suivi. Il y a insuffisance au niveau du suivi. Vous allez remarquer qu'à côté de toute cette panoplie de lois qui existent, les moyens ne suivent pas en termes humains, en termes techniques, pour soutenir les services locaux, les institutions rurales qui ont en charge l'application de ces normes. Et ce qui crée une distorsion entre les normes juridiques qui existent en la matière et les réalités vécues par les populations au niveau rural. La troisième problématique a trait au financement, une problématique sempiternelle dans le financement de nos politiques. Et vous remarquerez qu'à côté de ces florilèges de textes qui existent et lesquels sont porteurs des ambitions en termes de construction des routes, des dessertes agricoles, en termes de dessertes en eau potable, en termes d'électrification des milieux ruraux, il y a un contraste avec les budgets qui sont alloués pour l'exécution de ces projets, ce qui compromet les réalisations et ensuite accentue les inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. En quatrième lieu, il faudra soulever la problématique de l'inadéquation entre ces lois et les réalités locales. Ces lois n'intègrent pas suffisamment les traditions, les coutumes, tant en termes fonciers, notamment en termes agricoles, c'est qui crée encore un problème de légitimité, d'acceptabilité de ces lois. Enfin, une problématique qui est cousine et voisine à celle que je viens d'étayer, c'est la problématique du déficit communautaire. Ces communautés ne sont pas suffisamment engagées, impliquées dans l'élaboration de ces textes, ce qui pose un problème d'appropriation ainsi qu'un problème de durabilité des initiatives ainsi promues par ces lois. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables sénateurs, honorables sénatrices et chers collègues, fort de ces problématiques, la Commission a délibéré autour de quelques questions pertinentes suivantes. Est-ce que les dispositions portées par cette loi ont-elles une assise constitutionnelle suffisamment établie? Est-ce que ces dispositions n'empiètent pas sur les domaines réglementaires? Est-ce que ces dispositions respectent-elles la nomenclature territoriale sous-tendue par les cadres normatifs en vigueur? Est-ce que ces dispositions respectent-elles les compétences constitutionnelles attribuées aux provinces ainsi que les compétences des entités territoriales décentralisées telles que commandées par les législateurs organiques? Et enfin, est-ce que ces dispositions ne sont-elles pas en conflit avec la législation sectorielle existante et déjà consolidée? C'est fort de ces questionnements que la Commission a formulé ses conclusions que je laisserai le soin aux rapporteurs du groupe de vous en faire une lecture intégrale. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables sénatrices et sénateurs, je dis et je vous remercie. Merci, honorable Président de la Commission. J'invite
Le rapporteur de la commission à venir nous faire lecture du rapport. Molobeli ya commission. Yende muto panza penza mpoke poete. Manso makomami pana ye. Puis bazwami na kati ya nkasa oyo zomi na maboko na ye. Rapport relatif à l'examen et adoption de la proposition de loi 4 pour la stabilité, le développement des milieux ruraux de la République démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues, au cours de sa séance du jeudi 5 juin 2025, l'Assemblée plénière a chargé la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées d'examiner la proposition de loi 4 pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Pour ce faire, votre commission s'est réunie le 6, le 9, 10, le 13 et 14 juin, 23 et 28 octobre, 5, 11, 18, 24 et 25 novembre 2025, respectivement dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple et dans la salle de la commission du Sénat, sous la direction de l'honorable Vangu Kisongo Babi, président de la commission. De la composition de la commission, votre commission est composée de la manière suivante. Du bureau, honorable Vangu Kisongo Babi, président. Honorable Mouichak Siwa Janvier, vice-président. Honorable Kalambaï Kachubo Jonas, rapporteur. Honorable Yamba Chibangu Arsène, rapporteur adjoint. Des sénateurs membres ayant pris part aux travaux. Honorable Bachirandé Manzalo Noéla, honorable Mambukele Mangadima Prosper, honorable Moyansi Mubembe Eustache, honorable Mukamba Kadia Tanzemba Jonas, des sénateurs membres excusés, honorable Bayende Etaf Eliko Jean-Claude, honorable Omana Bitika Pascal, des sénateurs non membres ayant pris part aux travaux, honorable Diaoya Netola Jansi, honorable Lingepo Moulonga Michel. Dans l'accomplissement de sa mission, votre commission a bénéficié du concours technique d'une part des experts du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, du développement rural, de l'agriculture et sécurité alimentaire, des affaires foncières, de l'aménagement du territoire ainsi que de l'environnement, du développement durable, nouvelle économie du climat. D'autre part, des cadres et agents de l'administration et du personnel politique de cabinet de membres du bureau du Sénat dont les noms sont repris en annexe. 2. De la documentation. Pour mener à bien ces travaux, votre commission s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, le règlement intérieur du Sénat, la loi organique 08/07 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et le rapport avec les provinces. La loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. La loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, de provinces et des entités territoriales décentralisées. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. La loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. La loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Le plan national stratégique de développement, le PNSD. Le décret numéro 17/007 du 3 avril 2017
portant modalité de coordination des activités dans le secteur du développement rural, les documents de la politique nationale du développement rural, de la méthode du travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Organisation du débat général. A. Phase préparatoire. Des discussions générales ont tourné autour et des auditions. Audition du ministre d'État, ministre du Développement rural. Audition de l'honorable Vunabandi Kanamiigo Célestin, auteur de la proposition de loi 4 sous examen. Élaboration du rapport préliminaire adressé au bureau B, phase analytique, où il y a eu échange avec les experts et invités du gouvernement. 4. Du déroulement des travaux. Du débat général. Les discussions menées dans le cadre de l'examen de ces textes se sont déroulées en 2 phases, à savoir une phase préparatoire et une phase analytique. A. De la phase préparatoire, avec discussion générale et audition. Lors de cette première phase, votre commission a organisé en date du 6, 9, 10, 13 et 14 juin 2025 un débat général autour de la proposition de loi 4 relative à la stabilité et au développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi des auditions du ministre ayant le développement rural dans ses attributions et de l'auteur de la dite proposition loi 4 ainsi que de l'élaboration des rapports préliminaires. Les débats a porté principalement sur le fondement constitutionnel du texte soumis à l'analyse, le respect de la nomenclature des entités territoriales en vigueur, la tendance à la recentralisation de la gestion de matières relevant de l'intérêt provincial, ainsi que le caractère discriminatoire de certaines dispositions de la proposition de loi au regard de droits fondamentaux des citoyens vivant en milieu rural. Petit a, de l'audition du ministre d'État, ministre du Développement rural. Au cours de son audition, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a commencé par relever l'absence des observations du gouvernement relatives à cette proposition de loi conformément aux dispositions des articles 130, alinéa 3 de la Constitution et 131 du règlement intérieur. À ce sujet, il a fait remarquer que le gouvernement avait bel et bien reçu les tests de la proposition de loi cadre pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo, mais n'avait pas réagi à temps. De son analyse, le ministre d'État a évoqué les dispositions des articles 122, 123 et 124 de la Constitution pour rappeler que toute initiative parlementaire ou gouvernementale doit respecter les matières du domaine de la loi et celles relevant du règlement. Considérant que la matière liée au développement rural est transversale, le ministre d'État, ministre du Développement rural, a fait savoir que plusieurs dispositions contenues dans la proposition de loi sous examen sont déjà prises en compte dans d'autres lois et textes réglementaires, notamment les lois sur l'eau, l'électricité, les affaires foncières et les textes réglementaires créant des régies et services publics, tant au niveau national que provincial. Promettant de mettre à la disposition de la Commission des observations détaillées sur cette proposition de loi, il a demandé que l'accent soit mis sur la responsabilité sociétale des entreprises œuvrant en milieu rural ainsi que celle des entités territoriales décentralisées quant à la mise en application des politiques sectorielles en vue de valoriser les populations riveraines et répondre aux aspects réels du développement. Par ailleurs, l'orateur a salué les avancées majeures portées par la proposition de loi, notamment celles relatives à la création du Fonds national pour le développement rural. Sur ce point, il a sollicité l'implication de son ministère pour la mise en place de mécanismes de financement du dit fonds pour des projets de développement modernisants.
petit b, de l'audition de l'auteur de la proposition de loi cadre, à la lumière des discussions précédentes, et voulant obtenir plus de détails sur les observations soulevées, votre commission a invité et auditionné l'auteur de la proposition de loi sur les préoccupations ci-après. La conformité constitutionnelle de l'initiative législative sous examen, la pertinence de légiférer sur des matières couvertes par des lois sectorielles en vigueur, la conformité de la terminologie utilisée dans la proposition de loi à la nomenclature relative aux subdivisions territoriales consacrées par la Constitution et les lois spécifiques, la réattribution de plusieurs matières au profit du pouvoir central alors qu'elles relèvent soit de la compétence exclusive des provinces, soit des ETD. L'atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'égalité d'accès aux fonctions publiques consacrées à l'article 13 de la Constitution. L'évaluation ex ante de l'impact en termes de charges qui pourrait découler du fonctionnement des structures à créer, en l'occurrence l'Agence nationale du développement rural, le Fonds national du développement rural, afin de permettre la stabilité et le développement du milieu rural. Le cadre pragmatique et l'approche de budgétisation préconisée dans la proposition loi. L'auteur de la proposition de loi a en liminaire manifesté sa disponibilité à accompagner votre commission dans l'examen de la dite proposition. Sur la question de la constitutionnalité de sa proposition de loi, l'auteur a précisé qu'elle n'est pas inconstitutionnelle, d'autant plus qu'elle s'appuie sur les dispositions prévues à l'article 123 de la Constitution, dont certaines sont couvertes à ce jour par des lois. Par ailleurs, il a tenu à préciser que les innovations induites par sa proposition de loi ne peuvent faire que l'objet d'une loi en lieu et place d'un acte réglementaire. Pour l'auteur, cette loi ne vient pas modifier celle qui existe, mais elle vient créer une passerelle de coordination des intérêts sectoriels concernés. À propos de la nouvelle nomenclature des subdivisions territoriales évoquée dans le texte, il a demandé à la Commission d'opérer, s'il y a éché, des ajustements appropriés aux fins d'assurer la conformité du texte à la Constitution et aux normes législatives en la matière. En ce qui concerne l'exclusivité réservée aux seuls originaires quant à l'accès aux charges des fonctions déléguées, il a justifié par la maîtrise que pourraient détenir les autochtones sur les dossiers de mise en valeur rurale, le 2MR. Néanmoins, il a reconnu à la Commission la latitude de formuler des propositions qu'elle estime idoines. Concernant l'évaluation préalable des charges qu'occasionneraient le ANDR et le FNDR, il a reconnu qu'aucune étude d'impact n'avait été menée. Qu'à cela ne tienne, il a insisté sur le fait qu'outre les ressources générées par le DMR, la loi permettra la perception d'autres ressources sous forme de redevances additionnelles. Enfin, il a soutenu que cette loi a l'avantage de proposer des plans portés à la base pour le développement rural, ainsi que des plans sectoriels assis sur les données fiables permettant d'élaborer le plan quinquennal de développement. Petit c. De l'élaboration du rapport préliminaire. À l'issue de cette première phase, un rapport préliminaire de la Commission a été adressé au bureau du Sénat, lequel a mis en évidence les constats initiaux ci-après. La proposition de loi cadre sur la stabilité et le développement des milieux ruraux ne repose
juridique non conforme à l'esprit de la Constitution. Les dispositions de la loi cadre majeure avec l'organisation territoriale en vigueur. Une tendance marquée à la recentralisation se dégage avec la réattribution du pouvoir central des compétences pourtant dévolues aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. En confiant systématiquement au pouvoir central la majorité des responsabilités liées au développement rural, le texte affaiblit le principe de décentralisation et crée une incompatibilité avec l'organisation institutionnelle en vigueur. Des dispositions discriminatoires contenues dans cette proposition font peser le risque d'une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens en milieu rural en instaurant des restrictions d'accès à certaines fonctions publiques. Compte tenu de la complexité des matières abordées dans cette proposition, en raison de leur caractère transversal et considérant que la session de juin touchait à son terme, votre commission a sollicité du bureau la prolongation de la durée des travaux ainsi que leur poursuite au cours de la présente session afin de approfondir la réflexion en examinant les informations données complémentaires que devraient verser les experts du gouvernement, examiner la possibilité d'amender l'intégralité du texte afin de le conformer au cadre légal et réglementaire persistant en matière de développement rural et de domaines connexes. B. De l'analyse de la phase analytique. Échange avec les experts du gouvernement. Pendant ces échanges, qui ont été organisés le 23 et le 28 octobre, le 5, 11, 18 novembre, il ressort que les constats initialement formulés à la suite de premières discussions ont été confortés par les analyses menées et la revue documentaire. Au terme de cette démarche, la Commission a abouti aux conclusions pertinentes ci-dessous explicitées. Une fragilité constitutionnelle. Le projet de loi cadre sur le développement de milieux ruraux se heurte à une fragilité constitutionnelle manifeste. Sa justification repose sur une référence imprécise qui ne détermine pas clairement la matière législative concernée. Cette indétermination brouille la nature du texte qui oscille entre une loi sectorielle et une loi d'orientation générale sans établir de fondement solide. En effet, l'article 123 de la Constitution définit les matières exhaustives dans lesquelles la loi fixe le principe fondamental. La loi fixe le principe fondamental, aimerais-je dire. Or, le développement rural ne figure pas parmi ces matières, ce qui fragilise la légitimité du texte. Cependant, force est de relever que le paragraphe 7 de l'exposé des motifs de la proposition de loi sous examen justifie l'ancrage constitutionnel de ce texte du fait qu'il procéderait de plusieurs dispositions constitutionnelles concernant le domaine spécifique touchant au développement rural. Il s'agit précisément des prescrits de l'article 123 de la Constitution au point 1, 3, 14 et 15, lesquels prévoient l'intervention de la loi afin de déterminer le principe fondamental respectivement en matière de la libre administration de provinces et des entités territoriales décentralisées, de leurs compétences et de leurs ressources, régime foncier, minier, forestier et immobilier, l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture, la protection de l'environnement et le tourisme. De ce point de vue, votre commission a estimé que fonder l'initiative législative sous examen sur cette multiplicité de dispositions constitutionnelles paraît a priori non indiqué, d'autant plus que cela reviendrait à admettre l'idée de la superposition d'une loi fixant principes fondamentaux de portée générale
sur d'autres lois portant principes fondamentaux de portée sectorielle, et ce, au mépris de l'esprit du constituant. B. Un empiètement sur le domaine réglementaire. La Commission a constaté que la proposition de loi cadre n'a pas délimité son champ d'application, ce qui explique sa dispersion dans diverses orientations et ses tentatives de légiférer sur des matières relevant du domaine réglementaire, mettant ainsi à l'épreuve les dispositions pertinentes de l'article 128 de la Constitution. À ce sujet, il sied de rappeler que la planification du développement et l'aménagement des espaces ruraux prévus par les articles 28 à 44 de la proposition de loi sous examen relèvent du domaine réglementaire, notamment de l'ordonnance présidentielle et ou du décret du Premier ministre, conformément à l'article 92 de la Constitution. La gestion technique est confiée au ministre du Développement rural sur pied des dispositions de l'article 93 de la Constitution, tandis que la transversalité impose une coordination avec le ministère de l'Aménagement du territoire, déjà encadré par la politique nationale d'aménagement. L'organisation des activités socio-économiques en milieu rural prévue par les articles 45 à 53 de la proposition sous examen ne peut être figée dans une loi. La stratégie sectorielle par essence et évolutive appartient au domaine réglementaire et se trouve déjà prise en charge par les documents des politiques nationales de développement rural, le PNDR, notamment au point 184 à 187. À la création d'organismes étatiques d'animation et d'une agence nationale de développement prévue aux articles 54 à 61 de la proposition sous examen apparaît comme une redondance avec le décret numéro 17/006 du 3 avril 2017 portant création de l'Agence nationale d'implantation et de coordination de centres de développement intégrés, le ANCDI. Les missions de cette agence sont clairement définies. Implanter et coordonner les centres de développement intégrés, mobiliser les ressources, mettre en œuvre la politique gouvernementale, privilégier le partenariat public-privé et assurer la formation continue. L'Office national d'électricité et d'hydraulique en milieu rural, le ONHR, prévu aux articles 65 à 66 de la proposition de loi sous examen, entre en contradiction avec les lois sur l'eau, l'électricité, lesquelles consacrent la libéralisation et la répartition des responsabilités entre le niveau central, provincial et local. L'existence de l'ONHR créé par le décret numéro 20/009 du 1er avril 2020 rend inutile la fusion proposée entre eau et électricité qui ne ferait qu'alourdir les contentieux et complexifier l'applicabilité des textes. De la même manière, l'Office de voies des dessertes agricoles, l'OVDA, prévu aux articles 67 à 69 de la proposition de loi sous examen, est déjà institué par le décret numéro 20/008 du 1er avril 2020, avec les missions précises de construction et d'entretien de routes locales, d'aménagement des cours d'eau et de formation des comités locaux d'entretien. La loi cadre n'apporte aucune innovation réelle. Le service national des bâtisseurs, prévu aux articles 70 à 74 de la proposition de loi sous examen, existe depuis le décret loi numéro 032 du 15 octobre 1997. Le service national est l'organe paramilitaire d'éducation civique et patriotique qui encadre les jeunes, les initie aux travaux agricoles et les forme à l'autodéfense. Il est placé sous la haute autorité du président de la République. Cette proposition de loi cadre ne fait que répéter des dispositions déjà établies. Par ailleurs, il s'est de rappeler qu'après la réforme opérée dans le secteur de portefeuille public,
La création d'un établissement public ne peut se faire par la loi, mais plutôt par un acte réglementaire conformément à l'article 5 de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Les activités agro-pastorales et conditions d'exploitation prévues aux articles 75 à 85 de la même proposition de loi sous examen empiètent sur la loi fixant les principes fondamentaux de l'agriculture. Le financement du développement prévu aux articles 86 à 101 du texte en cours d'examen risquerait de heurter non seulement les règles relatives à la fiscalité générale en vigueur, mais aussi la fiscalité particulière consacrée par le texte spécifique en matière de développement rural. Les questions d'hygiène et de santé publique en milieu rural, prévues aux articles 101 à 108 de la proposition de loi sous examen, sont déjà couvertes par la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018, notamment au titre 5 relatif à la protection sanitaire du cadre de vie et de l'hygiène publique par le PNDR. La prévention des maladies et épidémies prévues aux articles 109 à 117 de la proposition de loi sous examen relève également de la loi sus-évoquée au titre 6 sur les maladies transmissibles et de la coordination entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et du Développement rural. La gestion de mouvements de bétail et de la transhumance prévue aux articles 118 à 124 de la proposition de loi sous examen relève des attributions du ministère de la Pêche et Élevage. Les dispositions relatives au contentieux et au régime des sanctions prévues aux articles 125 à 128 de la proposition de loi sous examen ne se justifient pas, car les sanctions liées aux violations de lois des finances, aux infractions fiscales et aux redevances domaniales sont déjà prévues par la législation en vigueur et les textes réglementaires correspondants. Les sanctions en matière d'environnement sont elles aussi encadrées par la loi spécifique. Leur reprise dans la loi cadre ne crée qu'une redondance normative. Les mesures administratives prévues aux articles 129 à 135 de texte en cours d'examen concernent la pêche et l'élevage, secteur déjà régi par le document des politiques sectorielles qui apporte des réponses plus détaillées et adaptées. Les inscrire dans une loi cadre reviendrait à empiéter sur le domaine réglementaire et afficher des orientations qui doivent rester souples et évolutives. Enfin, les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes ou calamités naturelles prévues aux articles 136 à 141 de la proposition de loi sous examen sont déjà couvertes par la loi sur la gestion des catastrophes et calamités naturelles, lesquelles fixent le principe, mécanisme et responsabilité en matière de protection et de réparation. Leur reprise dans cette loi cadre est donc superflue et risquerait de créer des contradictions ou doublons normatifs. C. Une nomenclature territoriale non conforme. Le non-respect de la nomenclature des entités territoriales décentralisées constitue une faiblesse majeure de la proposition de loi cadre sur le développement des milieux ruraux. Celle-ci reprend des entités disparues, telles que la cité et la localité, et consacre de nouvelles structures comme la commune rurale, en introduisant des règles inédites de fonctionnement. Or, ces innovations ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale et se heurtent directement au cadre normatif en vigueur. En effet, l'organisation territoriale de la République démocratique du Congo repose sur une nomenclature précise et hiérarchisée qui distingue les entités décentralisées disposant de la personnalité juridique et les entités déconcentrées qui en sont dépourvues. Cette nomenclature comprend province, ville, commune, territoire, secteur, chefferie, groupement et village. L'existence, la création,
et la hiérarchisation de ces entités repose sur des textes fondamentaux, à savoir la Constitution en ses articles 3, 4 et 196 alinéa 2 qui respectivement fixent le principe de l'organisation territoriale, définissent des conditions de leur création et réservent aux lois organiques la définition des subdivisions territoriales et l'organisation des entités déconcentrées. La loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 sur la composition, l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées en ses articles 4 et 5. La loi organique numéro 10/011 du 18 mai 2010 fixant les subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces en son article 2. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces en ses articles 4 et 5. Dès lors, toute tentative de consacrer de nouvelles entités par une loi cadre expose les textes à des risques majeurs. D'une part, elle entraîne une inconstitutionnalité, puisque la création d'entités territoriales ne peut résulter que d'une loi organique conformément aux procédures prévues par la Constitution. D'autre part, elle constitue une atteinte à la sécurité juridique car l'existence de deux nomenclatures parallèles fragiliserait la clarté et la stabilité de l'organisation administrative du territoire. Au demeurant, la Commission a souligné que toute réforme de la nomenclature territoriale doit s'inscrire dans une démarche cohérente et respectueuse du cadre constitutionnel et organique. L'innovation institutionnelle ne peut être envisagée qu'à travers une révision organique ou constitutionnelle, faute de quoi elle risquerait de créer une insécurité normative et de compromettre l'efficacité de la gouvernance provinciale et locale. Petit d. Une réattribution des compétences des provinces et des entités territoriales. La Commission a relevé que la proposition loi cadre sur le développement des milieux ruraux traduit une forte propension à la décentralisation des compétences pourtant dévolues exclusivement aux provinces par le constituant, conformément aux dispositions de l'article 204 de la Constitution, ou transférées aux entités territoriales décentralisées par les législateurs. En confiant systématiquement au pouvoir central la majeure partie des responsabilités et actions publiques nécessaires à l'implémentation du développement rural, la proposition de loi sous examen s'écarte du régionalisme constitutionnel et du principe de décentralisation, comme en témoignent ses articles 6 à 18, 46 à 105. Ainsi, la planification du développement, l'aménagement et la mise en valeur des espaces en milieu rural, qui relève de la planification provinciale consacrée au point 29 de l'article 204 de la Constitution et au point 11 de l'article 35 de la loi numéro 08/012 du 13 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, sont réattribués au pouvoir central. De même, l'habitat rural, la voirie et les équipements collectifs provinciaux et locaux, garantis par le point 24 de l'article 204 de la Constitution, se trouvent contredits par l'article 46 de la proposition de loi sous examen. Enfin, des compétences locales essentielles telles que l'organisation et la gestion des services d'hygiène, les programmes d'assainissement, les gestions des charges publiques, la collecte et le traitement des déchets, la construction et l'exploitation des mini-centrales électriques, l'installation de panneaux solaires, l'aménagement des sources et des forages de puits d'eau, toutes consacrées par l'article 73.5 à 8 de la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces sont enfreints par l'article 105 de la proposition de loi sous analyse.
Votre commission a estimé que cette rétribution systématique du profit au profit du pouvoir central constitue une contradiction majeure avec le modèle de décentralisation affirmé par la Constitution qui garantit aux provinces et aux ETD une autonomie de gestion et la possibilité d'élaborer des politiques adaptées aux réalités locales. En réduisant la marge de manœuvre des autorités provinciales et locales, le texte a fragilisé la gouvernance des proximités, créé une insécurité normative et compromet l'efficacité du développement rural. La Commission a relevé également que l'article 34 de la proposition de loi cadre sous examen introduit une discrimination en matière d'accès aux fonctions publiques, en réservant certains postes, notamment ceux des fonctions déléguées, des fonctionnaires délégués du territoire ou de la commune rurale, aux seuls citoyens originaires du terroir concerné. Une telle disposition porte atteinte au droit fondamental d'égalité d'accès aux fonctions publiques garanti par l'article 13 de la Constitution et contredit le principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 11, 12 et 36 de la Constitution. Cette manière de procéder viole les engagements internationaux de la RDC, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le pacte international relatif aux droits civils et politiques en conditionnant l'accès à la fonction publique sur une base géographique. Cette restriction consacrée dans la proposition de loi dans ce domaine favorise le repli identitaire, entrave la mobilité administrative et professionnelle, compromet l'unité nationale. Une telle mesure serait susceptible d'être censurée par la Cour constitutionnelle et d'exposer la République à des condamnations internationales. De précédents montrent que les tentatives de réserver des fonctions sur base de l'origine locale ont été jugées inconstitutionnelles ou ont provoqué des crises institutionnelles. La représentativité locale doit être encouragée par des mécanismes inclusifs de formation, des quotas ou des politiques de proximité et non pas des clauses d'exclusion. À défaut, le risque est réel de voir émerger une administration à deux vitesses, accentuant les tensions communautaires et fragilisant la cohésion nationale. Petit e. Un conflit et une redondance avec les lois sectorielles existantes. La Commission a relevé que la proposition de loi cadre sur le développement de milieux ruraux entre en conflit avec un arsenal législatif sectoriel déjà solide. La République démocratique du Congo dispose en effet d'un corpus normatif complet qui encadre les principaux leviers du développement rural. Il s'agit notamment du Code forestier, loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 qui définit le cadre de conservation, d'aménagement, d'exploitation et de police des forêts, fixe la fiscalité forestière, le régime des concessions et le droit d'usage des communautés locales et institue de plans nationaux, provinciaux et locaux de gestion soutenue. De la loi sur l'eau, loi numéro 015/026 du 31 décembre 2015 qui établit le principe de gestion durable des ressources hydriques, répartit les compétences entre les différents niveaux de pouvoir, encadre le service public de l'eau et favorise la participation communautaire tout en prévoyant un régime d'autorisation et de concession. De la loi sur l'électricité, loi numéro 14/011 du 17 juin 2014, qui régule la production, le transport et la distribution de l'électricité, définit les compétences respectives du pouvoir central, des provinces et des ETD, encadre le mécanisme contractuel et la tarification et insiste sur l'électrification rurale et la protection de l'environnement. Enfin, de la loi sur l'agriculture, la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011, qui fixe les règles relatives à l'exploitation, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, encourage la recherche et le développement
et renforce la décentralisation des politiques agricoles ainsi que la promotion de l'entreprise rurale. Or, la proposition de loi, en prétendant régir des matières transversales telles que l'eau, les forêts, l'énergie, l'agriculture, l'espace rural, empiète sur ces textes spécialisés et crée des chevauchements ou contradictions. Elle introduit de nouvelles catégories de droits ruraux et de concessions, alors que le Code forestier et la loi sur l'eau prévoient déjà des modalités précises de gestion. Elle instaure également de nouvelles redevances sur l'usage économique des terres rurales, risquant d'entrer en conflit avec les taxes prévues par le Code forestier, la loi sur l'eau ou la fiscalité générale, faute de mécanismes clairs de répartition. Enfin, en imposant des principes fondamentaux, elle pourrait contredire les standards techniques et environnementaux fixés par les lois sectorielles, exposant les acteurs à des exigences incompatibles. En définitive, la Commission souligne que la proposition de loi cadre, loin de renforcer le cadre juridique du développement rural, fragilise la sécurité normative en créant des chevauchements, des contradictions et une dispersion institutionnelle. La cohérence du système exige que toute forme s'inscrive dans le respect de lois sectorielles existantes, notamment le Code forestier, la loi sur l'eau, la loi sur l'électricité et la loi sur l'agriculture, qui constituent déjà des piliers normatifs et opérationnels. 5. Des orientations retenues sur la proposition de loi. À la lumière de ce qui précède, votre commission a constaté l'inconstitutionnalité de la proposition de loi sous examen au motif de sa non-conformité aux dispositions des articles 122, 123 et 124 de la Constitution, en ce qu'elle détermine de façon limitative les matières qui relèvent du domaine de la loi. De plus, sur pied de l'article 133 du règlement intérieur, votre commission a conclu à la non-adoption de cette proposition de loi cadre pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. 6. De l'adoption du rapport des travaux. Sur les 10 membres qui composent la commission, 7 membres ont pris part au vote et tous ont adopté à l'unanimité le rapport des travaux sanctionnant l'examen de la proposition de loi cadre pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et très chers collègues, les travaux de votre commission se sont déroulés dans un climat empreint de cordialité, de sérénité et de respect mutuel. Telles sont les conclusions des travaux de votre commission qu'elle vous demande d'approuver à l'unanimité. Fait à Kinshasa, 25 novembre 2025, Vangu Kisongo Babi, président, Kalambay Kachobo Jonas, rapporteur. Je vous remercie. Oui, merci, honorable rapporteur de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture du rapport de cette commission relatif à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi cadre pour la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. J'ouvre le débat sur ce rapport. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Au centre, je n'ai rien. À ma gauche, j'ai l'honorable Kassereka. J'accorde la parole à l'honorable Nabandi. Merci, honorable président. Nous venons de suivre le rapport de la commission
relations, comment ça s'appelle encore, notre commission s'il vous plaît? Oh voilà. Relations avec les institutions provinciales Exact. et les entités territoriales.